Bonjour et bienvenue dans ce final épisode, l'éducation de l'enfant à travers le numérique. Ce podcast aura un format un peu particulier puisqu'il va se faire sous format de débat. Je suis Liliane Guelfi et je suis accompagnée de Manon Salsou. Bonjour. Et nous allons parler de faits dont nous avons déjà à peu près discuté dans les précédents podcasts, mais cette fois-ci en donnant un peu plus notre avis et peut-être en apportant quelques nouveautés sur les sujets que nous avons déjà abordés. Depuis le début de ces podcasts, nous vous avons parlé de beaucoup de statistiques, de chiffres et puis d'études grâce à toutes nos ressources et nos recherches. Mais au final, aujourd'hui, nous nous intéressons plus à ce côté humain en donnant nos avis et en ayant une discussion peut-être un peu plus ouverte sur le sujet qu'avec juste des chiffres. Alors, comme on discutait tout à l'heure, on a 3 sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Ça va être plutôt le développement de l'enfant du côté vraiment anatomique et neuronal, mais aussi du coup de tous les risques qu'il encourt et des traumas. Est-ce qu'au final l'utilisation d'Internet en vaut vraiment la peine quand on voit tous les risques qu'ils encourent? Et je tiens à dire qu'on a quand même des avis qui divergent sur cette question-là. Voilà, j'ajoute ma petite phrase. Des avis qui correspondent, mais des actions qui divergent, je dirais même. Oui, c'est vrai. Et puis pour terminer, on parlera aussi un peu du coup des changements qui peuvent intervenir dans le comportement lorsque les écrans, je pense, sont introduits trop tôt chez l'enfant. Oui. Ok. Donc commençons avec le premier sujet. Alors de mon côté, j'avais fait plusieurs recherches qui m'avaient clairement montré que de 1, le cerveau humain est de plus en plus petit avec des connexions neuronales qui se font de moins en moins. Donc ça, c'est quelque chose qui se discute même plus. On est tellement assisté par la technologie de nos jours qu'en fait, il y a beaucoup d'actions qu'avant nécessitaient qu'on s'y mette, qu'on y réfléchisse et qu'on crée des habitudes pour les faire systématiquement, alors que de nos jours, on est peut-être un peu trop aidé et on a de moins en moins de neurones qui se créent et c'est peut-être, je pense, quelque chose de problématique. Moi, je pense quand même, c'est vrai. Clairement, ça a été prouvé, c'est vrai. Mais là où j'avais lu d'autres études à côté qui disaient qu'effectivement on a le cerveau qui diminue, mais le cerveau va pas seulement diminuer, il va compenser sur d'autres axes. Aujourd'hui, par exemple, on a appris pendant très longtemps dans les écoles à développer la mémoire long terme, où on apprenait un livre, on apprenait un texte, on devait le apprendre sur vraiment le long terme, le garder en tête et le ressortir parfois 1 an plus tard, voire 2 ans plus tard. Alors qu'aujourd'hui, avec les écrans, on est habitué à assimiler une quantité d'informations extrêmement intense, on en apprend tous les jours. Une petite news là, une petite pub qui se voit là, un petit film qu'on va regarder qui va nous apprendre des informations ou un documentaire par exemple. Mais à côté, on est capable d'assimiler ce genre d'informations très rapidement. Certes, pas en profondeur comme d'ailleurs les études neuronales montraient, on n'est pas capable d'avoir un sujet, peut-être une analyse critique aussi poussée que nous pouvions le faire avant, mais les écrans vont nous apprendre quand même à apprendre une multitude d'informations et les assimiler rapidement et les ressortir rapidement. Par contre, oui, on n'aura pas forcément un sujet très approfondi. Alors, je ne sais pas. En fait, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis parce que déjà, quand on est enfant, c'est les bases de notre apprentissage. Donc à ce moment-là, ce qu'on apprend, c'est important que ce soit sur le long terme en fait. Oui. C'est des connaissances qui sont vraiment basiques pour qu'on puisse construire ensuite la suite et intensifier nos connaissances dans certains sujets comme déjà les mathématiques, la littérature, etc. Donc en fait, si à cet âge-là, les enfants n'ont déjà plus assez de concentration pour apprendre quelque chose sur le long terme, pour travailler leur mémoire, pour créer justement ces connexions qui sont nécessaires pour qu'après ils puissent justement apprendre des choses dans leur vie sans avoir constamment besoin d'un appareil qui leur rappelle comment faire, quoi, pour aller plus vite, pour être plus intelligent, pour vraiment fonctionner mieux. Mais en plus, moi, contrairement à toi, j'ai lu une étude qui disait très clairement que une utilisation des écrans de 0 à 5 ans, ça avait une réduction de la mémoire à court terme et des aptitudes précoces en mathématiques et en lecture, par exemple. Ah oui, non, mais on est d'accord, à introduire les écrans trop tôt, faut pas le faire, clairement, mais ça, enfin, toutes les études le concernaient. On va parler beaucoup d'études, je crois. Mais moi, je parlais, oui, effectivement, plutôt dans l'introduction des écrans, mais dans un âge plus âgé, où l'enfant va effectivement développer les premières bases et apprendre à un peu former son esprit. Après, on apprend à former notre esprit tout au long de notre vie. Oui. Du coup, l'écran peut être introduit plus tard, mais pas effectivement avec un 5 ans. Enfin, non, ou alors c'est pour, excessivement une utilisation passive, par exemple la télévision, mais juste en petite quantité. Faut pas faire 1 heure par jour, par exemple. Faut essayer de faire moins quand même. Oui, je vois. Mais pourtant, je pensais que c'était plus efficace pour les enfants d'avoir justement
une occupation active devant les écrans que passive. Ah non, mais clairement, oui, c'est mieux. Après, en général, quand on a 0-2 ans, on donne rarement quand même un smartphone ou une tablette digitale à un bébé. On préfère quand même donner quelque chose... Enfin, si, non. D'ailleurs, je l'avais montré dans le premier podcast, mais on utilise... L'enfant va devoir apprendre à associer ses sens et... à partir de ses sens, apprendre à faire des choses. C'est quelque chose, il va être obligé d'interagir avec des objets pour comprendre comment ça marche. Et c'est pour ça que ça peut être néfaste au final de les mettre trop rapidement devant des écrans, puisqu'au final, durant ces années-là, c'est plutôt à ce moment-là qu'ils vont jouer à des jeux formateurs comme reconnaître des formes, se déplacer, jouer, non, mais créer des histoires. Dans un premier temps, il faut éviter les écrans. D'ailleurs, c'est l'Institut au Canada qui précise qu'il faut éviter quand même des écrans avant 3 ans. D'ailleurs, en France, on a la même chose, le même conseil qui a été fait par drogue.gouv.fr, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les écrans sont considérés comme une addiction auprès du gouvernement. Ça libère de la dopamine au même titre que le sucre, l'alcool ou encore les drogues, quoi. C'est ça. Et si c'est pas contrôlé, ça peut être utilisé à trop forte dose. C'est ça. Et au final, en plus, ça a des conséquences assez néfastes sur, d'ailleurs, notre prochain sujet, il me semble, sur le corps et le développement de l'enfant. Ça a aussi des effets. C'est pas que sur leur cerveau ou même leur capacité psychologique. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des migraines à répétition, des problèmes oculaires, des troubles du développement squeletto-musculaire. Donc au final, c'est quand même assez grave de priver les enfants d'une activité, de les laisser devant des écrans. C'est pas seulement mal pour leur développement mental, mais au final, même pour leur développement physique, ça a des répercussions vraiment néfastes. Moi, je trouve que par rapport au risque que ça encourt, ça n'en vaut pas la peine. Après, je sais que toi, tu as des effets positifs dont tu voudras sûrement parler, etc. Oui, d'ailleurs, je te laisse les reciter quand même. Oui. Donc, effectivement, l'écran... Non, j'entends ton avis sur le sens où on ne peut pas introduire l'écran trop tôt et mieux vaut l'éviter de le faire. Ok, d'accord. Moi, c'est pas que trop tôt, en fait. Moi, à mon sens, l'écran, ça devrait même pas être... ça devrait pas être donné déjà sans un adulte toujours à côté. Et en plus, en fait, je pense que ça devrait même pas être nécessaire chez les enfants avant qu'ils aient minimum 10 ans. Moi, je pense qu'à 10 ans, c'est l'âge auquel on peut commencer à leur dire « Ok, tu peux aller te mettre devant l'ordinateur ». Avant ça, c'est vraiment la télé, les dessins animés et vraiment limité, quoi. Ça doit s'étendre dès que je suis plus là. Ouais, alors moi, non, sur ça, là, c'est là où nos avis divergent, effectivement. Parce que effectivement, il ne faut pas mettre l'enfant devant l'écran avant ses 3 ans et avant ses 5 ans. On essaie quand même d'avoir une utilisation très modérée. On évite vraiment de l'utiliser longtemps. Une utilisation 1 fois par semaine, sous contrôle de l'adulte, par exemple, ça peut être intéressant. Après, il y a des outils quand même qui ont été prouvés aujourd'hui, comme tu l'as dit, qui permettent d'apprendre l'enfant, par exemple, à favoriser les calculs. On a par exemple aussi un autre jeu qui s'appelle GraphoGames dont j'avais parlé avant, qui permet d'associer des sons avec des lettres pour ensuite lire les mots. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite où ils avaient mis un dispositif audio qui s'appelle GraphoGames, où en fait le jeu citait un mot et en même temps l'enfant le lisait. Au bout d'un moment, il comprenait. Et d'ailleurs, dans cette étude, ils avaient fait ça sur une population d'enfants en CP et CE1, et ceux qui avaient utilisé le système audio, donc GraphoGames en quelque sorte, avaient obtenu un score de 18,5 mots lus correctement, contrairement à la classe qui avait utilisé sans le dispositif audio et qui avait obtenu seulement entre guillemets 16,5 mots lus correctement. Après, aujourd'hui, dans le système éducatif, les écrans sont introduits tout doucement dans les programmes. Donc par exemple, il y avait eu, on ne sait pas en France, mais ça a été introduit ensuite en France à partir de ce moment-là. Lorsque Barack Obama était président, il a fait des tests sur certaines écoles en 2014, où il introduisait des écrans dans des collèges, enfin l'équivalent des collèges, et les programmes étaient complètement suivis sur tablette. Aujourd'hui en France, ça arrive tout doucement, donc c'est plutôt au collège effectivement. Certains programmes en primaire sont faits. D'ailleurs, il y avait eu un professeur que j'avais trouvé sur une émission de Domingo en 2019, où un prof présentait un prof de français dans un collège en région parisienne,
présenté un jeu qui s'appelle Classcraft, où en fait les étudiants, les élèves possédaient un avatar où qui allait accomplir des aventures, qui allait affronter des boss, des mini-boss, des combats et tout ça. Et en fait, ces boss, c'était un contrôle de français, par exemple. Et le fait qu'il y ait cette logique de jeu, de gamification pour les enfants pouvait accorder l'attention à certains enfants et leur permettre de s'intéresser plus simplement aux cours, alors que dans d'autres, par exemple, juste suivre un cours, ne pas avoir de système de jeu qui peuvent être attrayants pour eux, les empêcher de suivre et peut-être de progresser derrière. Je vois que, en effet, tout ça a l'air vachement bien et tout, mais je trouve quand même que c'est utopique. Dans le sens où déjà, on ne sait pas vraiment les conditions dans lesquelles les enfants sans tablette avaient appris. Donc si ça se trouve, c'était inadapté, même pour une version papier. Après tout, même sans écran, il y a plusieurs façons d'apprendre. Donc au final, on ne sait pas vraiment. Et en plus, au final, si on laisse des enfants avec un écran, de nos jours, les outils font tellement de choses, en fait. S'il sait que sur sa tablette, il peut aussi jouer à Candy Crush, aller parler sur Facebook avec ses copains, ou bien faire quoi que ce soit d'autre. Il y a des tablettes qui sont contrôlées. Il y a un système de contrôle parental, entre guillemets, où il n'y a pas d'accès à certains réseaux. Ça, c'est possible aujourd'hui. C'est possible, mais au final, combien de parents le font vraiment et combien de parents le font bien ? Parce que c'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de solutions pour le faire, avec les routeurs qui peuvent bloquer des accès, avec les contrôles parentales à même l'ordinateur, ou bien les préférences sur les applications qui permettent de limiter du temps, ou etc. Mais au final, ça change tellement, ça évolue tellement souvent. En plus, les enfants aussi, c'est déterminé à obtenir ce que ça veut. Donc un jour il va trouver le mot de passe, ou un jour il va faire ceci, cela. Et en fait, je trouve vraiment que les effets positifs sont peu nombreux au final pour beaucoup de risques en fait derrière. Et surtout, quand tu parles par exemple de contrôle gamifié, etc., c'est génial. En soi, je me dis, ok, on arrive à avoir leur attention, etc. Mais je trouve quand même que dans un premier temps, c'est dommage qu'on ait perdu leur attention et que maintenant, pour la retrouver, on doive leur donner encore plus d'écran et de jeu pour qu'ils se reconcentrent. Parce qu'au final, c'est vraiment un système de récompense dès que tu fais le moindre truc qui est au final attendu de toi. Faire un contrôle de français, c'est pas quelque chose qui mérite qu'on te récompense, c'est quelque chose que tu fais parce que tu dois le faire. Un jour, ces gens seront adultes et en fait, ils ont grandi dans un monde où on leur aura dit que tous les trucs un peu désagréables, on leur aura mis avec un peu de sucre. À un moment, le sirop, il faut le boire comme ça. Hein. Oui, mais à un moment, là, on parle plutôt d'un problème limite sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est axé, je vais pas dire tout, mais la majeure partie quand même de notre société est axée autour du numérique et on est confronté à ce système de dopamine ou d'effet de consommation rapide où en fait on va juste effectuer une tâche, plaisante ou non plaisante, et à la fin nous allons avoir notre récompense. Tout est comme ça aujourd'hui. Les enfants sont contrôlés, sont configurés, c'est très 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 peu humain ce que je dis comme ça, mais sont paramétrés. J'ai vraiment plus les termes aujourd'hui. Sont éduqués. Sont éduqués, voilà, merci. Je parle trop avec les ordinateurs, c'est bon. Mais les enfants sont éduqués à travers ce schéma-là, indirectement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont être confrontés, ils vont regarder la télévision, ils vont regarder une émission, ils vont devoir patienter pour avoir leur programme télévisuel. Oui, mais en fait, Ils vont apprendre. Moi, je pense pas que ce soit, tant que ça sociétal, c'est une question d'éducation déjà à la maison. C'est un choix qu'on fait. Et c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles il sera pas récompensé quand il sera plus là. Donc il y a des choses qui sont juste attendues de lui, et en fait le fait que les choses attendues comme un contrôle basique en CE1 se soit passé dans tout un logiciel de jeux vidéo pour qu'enfin ils se disent que ok, finalement peut-être ça en vaut la peine, je trouve que c'est un mauvais exemple dans le sens où c'est important d'apprendre tôt qu'il y a des choses ça nous fait pas plaisir mais il faut les faire, et c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on va être récompensé directement après, mais parce que sur le chemin c'est nécessaire et que ce sera utile dans notre vie. Oui, mais qu'en est-il des enfants qui sont déjà en difficulté à l'entrée de l'école ? Mais ils sont pas tous en difficulté. Si au final on le met en place dans tous les collèges de tous les lycées, on autorise dans tous les collèges et tous les lycées des gens qui risquent de devenir accros à des écrans, des gens qui risquent d'être en accès avec des contenus inappropriés et dangereux pour leur développement
en tant que jeune adulte. Ou alors on les met dans des centres de formation, il y a des écoles qui sont adaptées pour des personnes qui présentent des difficultés et qui ne peuvent pas être placées dans une école traditionnelle. Et ces gens-là qui peuvent avoir des problèmes d'attention ou des problèmes pathologiques ou psychologiques qui empêchent d'avoir une concentration sur le long terme ou l'école ne les met pas à l'aise de manière générale. Désolée pour l'écran, ça arrive. Et ces gens-là ont peut-être besoin d'avoir quelque chose qui va les ramener dans une phase de concentration et pour effectuer une tâche scolaire. Il y a des élèves, ils n'en ont pas besoin. Ils sont adaptés au programme moi, aujourd'hui. Je suis assez d'accord là-dessus. Sur certains cas, comme je parlais tout à l'heure des problèmes d'attention, l'hyperactivité, la dyslexie, c'est des choses pour lesquelles toutes ces solutions digitales ont au final des solutions. Le problème, c'est que le digital a des solutions, mais le digital est aussi une grosse source de ces problèmes. C'est-à-dire que beaucoup de gens développent des problèmes d'attention, de dyslexie ou d'hyperactivité, parce que justement, ils ont été confrontés à des écrans de manière, entre parenthèses, irresponsable. Non, pas toujours. Ça peut être mais accentué. Encore une fois, c'était des choses qui étaient traitées bien avant les écrans et qui ne sont pas fondamentalement nécessaires pour les traiter. Y a des gens qui sont spécialistes de la question. En plus, les enfants sont très modulables. C'est une chance, leur cerveau est encore très façonnable. Donc en fait, pris très tôt, c'est quelque chose qu'on peut prendre en charge et qu'on peut soigner. Donc pourquoi le mettre devant un écran, le priver encore plus de l'attention dont il aurait besoin peut-être de quelqu'un, alors qu'au final, c'est très humain. Moi, au final, les seules pathologies pour lesquelles je trouve ça, on va dire, je vais pas dire normal, mais que je trouve qu'en effet, c'est un grand pas en avant, ça va être plutôt, je dis pathologie, c'est un bien grand mot, mais par exemple, pour l'autisme, c'est des gens qui ont des vrais problèmes et pour le coup, c'est pas quelque chose qui va être modulable. Quand on est autiste et... là, les écrans peuvent aider parce qu'il y a déjà ce problème social, culturel, ce problème de correspondre. Certaines formes d'autisme, évidemment. Certaines formes, bien entendu, il y en a qui sont plus marquées que d'autres, mais chez les formes les plus marquées, on peut avoir du coup tous ces problèmes. Et là, une solution digitale avec un écran toujours contrôlé, bien entendu, l'excès c'est jamais bon, ça peut être quelque chose qu'un humain ne pourrait pas apporter. C'est aussi vrai pour les cas de traumatisme ou de phobie chez l'enfant, puisque maintenant on a développé des technologies, par exemple avec la VR, qui traitent étonnamment bien les phobies et les traumas, presque parfois mieux qu'avec des psychologues. Mais pour moi, c'est vraiment des cas très très particuliers et qui sont faits avec des vrais professionnels de la question, pas gérés par des parents à la maison qui de nos jours travaillent toute la journée, sont épuisés, eux-mêmes ont besoin d'être très souvent sur leurs ordinateurs pour régler leurs mails, leurs factures, même eux-mêmes leurs réseaux sociaux, etc., leurs loisirs, Netflix. Donc au final, l'exemple n'est pas forcément mis à la maison, parce qu'en tant qu'adulte, on peut se permettre déjà un peu plus d'excès, même si on en abuse très clairement. Mais c'est très important. De 7 à 8 heures, dans 4 à 5 heures de concentration par jour. Oui, ouais. Et encore, pour les gens qui n'en ont pas réellement besoin, quoi. C'est vraiment par loisir, etc. Pour peu qu'on travaille dedans, c'est excessif. Et oui, du coup... Cet exemple déjà que donnent les parents à l'enfant, il n'aura pas ce tabou de l'écran qui peut lui faire du mal alors que c'est réel chez l'enfant. Ça peut lui créer des vrais problèmes. Tous les problèmes que les adultes peuvent avoir, les enfants peuvent l'avoir. Mais un trouble du sommeil chez l'adulte, c'est déjà gênant. Mais un trouble du sommeil chez l'enfant, c'est quelque chose qui va vraiment mettre en péril sa croissance. Des enfants déprimés parce qu'ils n'arrivent plus à dormir, parce qu'ils ont vu des contenus inappropriés comme des contenus violents ou pornographiques, ou parce qu'ils ont vu des choses qui, même sans être tant que ça choquant, n'étaient pas adaptées. Au final, ça peut créer des choses qu'on ne devrait jamais voir chez un enfant, je pense. Donc ça revient au final à ce que je disais, c'est-à-dire que, en effet, dans un monde parfait, je serais d'accord avec toi, les effets positifs sont vraiment notables, mais je pense juste qu'au final, on n'est pas dans ce monde parfait et que du coup, c'est peut-être trop dangereux. Après, l'enfant, on peut pas non plus complètement ignorer le digital, il va falloir quand même qu'il se forme. Aujourd'hui, une grosse partie de leurs relations sociales sont axées autour des réseaux sociaux. Mais ça, c'est pas normal. Encore une fois, parce que quand on est jeune, on va à l'école quand même. En plus, c'est des âges où, certes, il y a deux, trois... on va à l'école, il y a deux, trois bullies, mais on est potes avec tout le monde. Oui, mais ça commence plus vers l'âge de 12 ans. Donc, encore une fois, on n'a pas vraiment besoin de ces réseaux avant. Quand on est enfant, c'est pas parce qu'on rentre pas le soir et qu'on peut parler sur Internet avec nos potes qu'on sentira plus que c'est nos amis. C'est ça, en fait, que je veux dire. À 12 ans, on peut commencer avec l'entrée au collège à se dire, oui,
voilà, tous mes amis sont là-bas, etc. Le besoin aussi de correspondre, hein. Il y a le pire prêcheur, quand tous les potes font quelque chose, on veut le faire aussi. Alors normalement les réseaux sociaux c'est 13 ans, certains s'y inscrivent avant avec l'accord de leurs parents ou pas, mais quand même 97% apparemment en France, hein, avec l'accord des parents, ouais. Mais quand même plus de 50% s'y connectent sans parents qui surveillent. Ouais. Voilà. Donc au final, oui, sans compter que sur Instagram par exemple ou même Facebook, suffit que mon ami ou l'ami d'un ami ou mon grand cousin de 17 ans ait aimé une photo sur Instagram et elle peut se finir sur mon fil à moi aussi. Alors que moi j'ai 11 ans. Voilà. Oui, c'est pas du tout adapté au voilà, âge. c'est ça. Et Instagram va pas prendre ça en compte, forcément, et on voit des choses et on voit des comportements aussi qui ne sont pas du tout adaptés. En plus, encore une fois, un enfant et même un préado, c'est modulable. Leur façon de penser, leur façon de se développer est encore à déterminer en grande majorité. Sauf que les réseaux sociaux ont tendance à créer cette mini-sphère de connaissances. Sur les réseaux sociaux, on n'est qu'avec des gens qui pensent comme nous. Oui. Donc en fait, il suffit qu'un jour ils prennent une direction et à plus forte raison que c'est encore modulable, qu'il est encore impressionnable, il peut terminer dans des trucs qui vont beaucoup plus loin que la logique. Ça arrive rarement, oui. Je suis d'accord. Mais au final, on peut observer des comportements qui ne sont pas du tout acceptables, qui pour des gens plus âgés qui auront grandi sans, parce que nous, notre génération, on n'a pas commencé si tôt que ça. Mm-hmm. Donc nous, toute notre génération du troll, du truc, bon, certains le prennent plus au sérieux que d'autres. Mais pour les gens qui ne sont pas du tout au courant et qui arrivent et qui voient ça directement, ça devrait pas, je pense, être la communauté de demain, des enfants de demain qui grandissent en pensant qu'insulter les gens et se foutre de leur gueule et poster des posts complètement humoristiques pour nous parce qu'on sait voilà, le second degré, même si des fois le second degré est peut-être un peu trop poussé. Oui. Voilà, ce que je veux dire, c'est quand même qu'on est adulte, qu'on sait faire la part des choses. Et on peut pas attendre ça de gens trop jeunes. On peut pas. Mais de toute façon, c'est à une limite aujourd'hui de 13 ans. C'est pas pour juste des raisons juridiques, c'est aussi parce que il faut éviter d'introduire effectivement trop tôt les réseaux sociaux. Mais après, par exemple, une tablette digitale pour faire des dessins avant 13 ans, on peut commencer à l'introduire. Pareil, je vois pas l'utilité. De nos jours, ça existe le papier recyclé, les trucs qui coupent plus les arbres. Pourquoi est-ce que je lui donne pas des crayons et une feuille ? Parce que ça sert à quoi qu'ils soient en train de dessiner ? Imaginons qu'il aime dessiner. Au bout d'une heure, je lui dis quoi ? Allez au pop-up, on éteint la tablette. Faire des montages Tant vidéo. Tant pis, demain le dessin. Faire des montages vidéo, ça commence à être introduit. Il y a des enfants qui commencent très tôt à faire des montages vidéo. Il peut commencer à 12 ans. Moi, tout ce que je dis pas qu'il devrait jamais commencer, je dis pas qu'il devrait jamais être introduit. Le montage à 12 ans, c'est-à-dire que si c'est dans un temps contrôlé, par exemple, on met l'optique qui a un contrôle parental, où l'enfant y a accès, par exemple, 40 minutes par jour, soit à 6 ans, par exemple. Mais le plus tard il commence, le mieux c'est. Parce qu'au final, ça a des répercussions, et malgré toutes les études, on n'est pas encore sûr, en fait. Tout ça, c'est des débuts, c'est des premières études, c'est des observations, quoi. Oui, sur le court terme. Donc, est-ce qu'on a envie de risquer juste pour l'y mettre 6 ans plus tôt ? Pourquoi ? Parce que comme ça, on pourra dire sur les réseaux sociaux « Oh, ce jeune prodige, à 15 ans, il fait des montages dignes de Spielberg. » Je m'en fous. Moi, je préfère qu'il ait passé son enfance tranquillement, avec des jeux qui vont vraiment le développer, qui discutent avec sa famille, qui se disent pas « Oh, allez, on ouvre l'ordinateur, regarde, je veux faire ça, je veux faire ça. » Mais est-ce qu'au final, avec cette éducation-là, il sera pas en décalage avec les autres qui, eux, ont une éducation digitale. Ça dépend, au final. Parce que concrètement, tout ce qu'on apprend entre cet âge-là... Pardon, excuse-moi. Tout ce qu'on apprend à cet âge-là, on peut l'apprendre plus âgé. Et moi, je suis arrivée sur Internet très tard. Je pense que je l'ai déjà mentionné. Je pense que moi, j'ai eu Internet à 14 ans. Donc voilà, avant ça, je faisais autre chose de ma vie. Hein. Et j'avais eu un ordinateur à partir de 12, mais sans Internet. Donc j'avais mon frère qui m'avait donné un disque dur avec quelques films dessus. Les 4 films, je les ai saignés une fois et après, j'y ai plus jamais touché. De toute façon, je voulais être que dehors. Mais tout ça pour dire que, en fait, je me suis pas sentie en dehors. Alors, je sais que c'était autre chose, après, mais les livres, ça existe encore. Oui. Il y a des gros écarts de génération en ce moment. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que les livres, ça existe encore. Les sujets qu'on aborde en cours sont censés nous tenir au courant de ce qui est important à savoir pour son âge. La culture générale, elle change pas tellement de ça d'une génération à l'autre, à part quelques grands faits. Donc, au final, je pense pas qu'à 12 ans, il aura raté sa vie parce qu'il peut pas suivre... toutes les news qui sortent toutes les 5 minutes. Et en plus, faut voir les news, parce qu'ils sont pas là pour
pour nous rassurer sur Internet. Hein. Donc Oui. non, je pense que grandir paisiblement et après s'y mettre, c'est pas plus mal. Moi, je reste contre. Si je suis capable en tant que parent à m'engager à contrôler les écrans de manière sérieuse, enfin le plus sérieux que je peux par rapport aux journées que je peux avoir à côté et de ma vie personnelle à côté, si je suis capable d'encadrer les écrans, de ne pas les mettre trop tôt, de ne pas mettre les enfants trop tôt, de les introduire aux écrans, donc au moins avant 6 ans, je pense que tu n'en as pas besoin. Après, par exemple, à 7 ans, la Nintendo DS, c'est quand même un jeu à la base, enfin c'est comme une console à la base qui est adaptée aux jeunes enfants. Et ces jeunes enfants-là, pour moi, en fait, ils peuvent avoir laisse-moi finir. Je vois ce que tu veux dire. Ils peuvent avoir un jeu qui est contrôlé. On va pas sur internet avec une Nintendo DS, même s'il y a une option, mais franchement c'est C'est ça, c'est qu'encore une fois, les consoles évoluent. Tu vois. Notre Nintendo DS, elle allait pas sur internet. Voyons voir dans quelques années. La Nintendo DS, de manière générale, si on prend le premier format qu'on connaissait, pas la Wii U, mais la Wii U, Marco, ça oui, mais aussi. Là, je te renvoie à ce que tu viens de me dire. Il y a des jeux tout évolue, pas juste la société, les consoles aussi. Il y a des jeux qui sont quand même éducatifs. Il y a par exemple Adibou qui peut permettre de s'introduire en tout cas aux jeux vidéo. Les jeux vidéo d'action aujourd'hui apprennent à l'enfant à avoir une attention visuelle ciblée. Je crois, je n'ai plus le terme précis, mais voilà, c'est ça. Une attention visuelle sélective. Sélective, voilà, et ils apprennent du coup à avoir des réflexes et à réagir plus vite, etc. À même se concentrer sur une tâche et ne pas être envahi par tous les stimuli en fait c'est ça, partout. autour. Là, ça peut être intéressant. D'ailleurs, le jeu Mario Bros, qui est un jeu de plateforme avec un peu d'action, il permet effectivement de se concentrer seulement sur une seule tâche et ça peut apprendre à avoir des réflexes, comme tu l'as dit, et ça peut être très important pour l'enfant puisqu'il va apprendre quelque part à réfléchir aussi par lui-même. Oui, mais encore une fois, tu sais ce qui développe aussi les réflexes ? La balle au prisonnier, le volley, la danse, l'art, le dessin. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, oui, ça a des effets positifs, mais on ne les retrouve pas forcément que là-bas. Alors que les effets négatifs, j'ai jamais entendu un enfant aller au foot et revenir en me disant « Maman, j'ai mal à la tête, le foot, ça m'a tué, j'arriverai pas à dormir ce soir. » Enfin, oui. Un enfant va pas mal se développer à cause du foot. Ou alors, il y a vraiment quelque chose qui s'est mal passé. Oui, mais après, il faut s'adapter quand même aussi à notre monde. Oui, mais s'adapter à notre monde, ça veut pas dire que les enfants doivent être constamment devant des écrans. Non, mais j'ai jamais dit constamment. Ok. Utilisation modérée. Partons du principe. On travaille toute la journée, d'accord ? 8h, 18h, on rentre. L'enfant peut avoir droit, par exemple, à regarder la télé pendant que les parents font la cuisine. Si la cuisine est à côté de la télé, finalement, ça va. Non, mais moi, la télé, je dis rien. Encore une fois, la télé, je l'ai dit tout à l'heure, moi, tant que je suis là, en fait. Oui, non, il faut à partir du moment, c'est ça, moi, je peux chronométrer, je sais ce qu'il y a à la télé. En plus, de nos jours, la télé, c'est même plus les chaînes. On va pas être là, on va pas avoir peur qu'il scrolle, quoi. On va ouvrir Netflix, on va lui mettre son truc. Et puis, quand l'épisode est fini, on éteint. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est un écran qui peut tenir, manipuler, et qu'au final, il peut aussi un peu me prendre sans que je sois au courant ou des trucs comme ça. Moi, quand j'étais petite, j'avais 9 ans, je crois, avec ma DS, je peux vous assurer qu'on me la prenait parce que, soi-disant, j'y avais trop joué ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'était pas soi-disant, j'y avais 100% trop joué. Bah, moi, dans la nuit, j'étais en train de faire des gros plans dans ma tête pour savoir comment j'allais la récupérer. J'étais vraiment très très créative sur comment j'allais récupérer mes trucs ça et tout. Ça peut créer de la création quelque part. Pour le coup... Non, mais ça après, c'est pas seulement les jeux vidéo, c'est quelque part, dès qu'il y a un objet de désir et que l'enfant fait absolument quelque chose... Mais c'est ça, mais ça ce qui crée le désir, c'est qu'il soit là. Ça pourrait être l'écran, ça pourrait être mais moi, encore une fois, le ballon de foot d'à côté. Je préférais qu'il joue au foot parce qu'il travaille sa musculature, il dépense son énergie, il dormira mieux la nuit, il travaille sa coordination et voilà, plein de bonnes choses. Et puis aussi ce qu'il aura mangé, il le digérera mieux, il boira de l'eau après, donc il sera mieux hydraté. La DS, elle apporte pas tout ça. Moi, je suis désolée, mais à 10 ans, avoir une DS, je pense que c'est un bon âge. Et avant, il n'aura pas eu de manque si on lui donne l'occasion, en fait, faut pas qu'il s'ennuie, mais par exemple lire. Aujourd'hui, on disait tout à l'heure que les gens en 6e maintenant, ils pouvaient même plus lire l'Odyssée parce qu'ils avaient pas assez de concentration. On facilite les lectures qu'on donne en 6e. C'était des lectures qui étaient déjà faciles, mais quand on n'est pas habitué à lire dès le jeune âge parce qu'on fait autre chose, alors ça peut être très bien avec le foot, pour le coup, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que
les enfants, on doit leur donner des activités diverses, mais aussi culturelles, quoi. Oui, mais aujourd'hui, avec le digital, il y a d'autres formats. Par exemple, il y a des profs qui conseillent aujourd'hui, pas beaucoup, mais il y en a qui conseillent de lire un livre audio. Ça peut... Si l'enfant n'a pas une intelligence visuelle ou avec une concentration, une capacité d'attention longue sur un format, peut-être qu'il peut aller alors adopter et changer de forme d'intelligence. Donc, par exemple, le format, l'intelligence auditive, où il va plutôt comprendre son livre par l'audio et peut-être lire à côté en même temps. Ça va lui donner 2 sources d'informations pour bien comprendre le livre. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, mais moi, ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, le fait que ce soit mon téléphone qui lise à mon enfant un livre, alors que moi, quand j'étais petite, c'était mon père. Parce qu'un enfant, c'est très important, les échanges qu'on a avec lui. Oui. Si tous les échanges qu'on fait avec eux maintenant, l'ordi peut le faire mieux que nous, mais on perd quelque chose quand même. L'écran ne remplacera pas l'humain. Non, il ne le remplace pas, mais en fait, plus on se dit c'est facile, ça fait ça, plus on se lasse. En fait, les occasions d'apprentissage qu'on a avec un humain, par exemple, si le livre audio, il dit un truc qu'il comprend pas, l'enfant, il fait quoi? Il met pause, il vient te chercher dans ce que toi, t'es en train de faire, parce que du coup, t'es en train de faire autre chose. Pendant qu'il est en train d'écouter son livre audio. Le livre, ce sera la même chose. Oui. À quel âge t'as dit? Je sais plus, j'ai pas donné d'âge. Moi, oui, on part du principe qu'il sait lire, quoi. 6ème, ok. Oui, 6ème, c'est beaucoup plus loin que ce que je pensais. Mais dans tous les cas, le livre audio, en fait, c'est pareil. À cet âge-là, on apprend beaucoup à éviter certaines fautes d'orthographe parce qu'on les lit. Plus on lit, moins on en fait. Et plus on parle bien, plus avec un support écrit. Par exemple, il peut écouter une certaine partie et revenir sur l'autre à côté et avancer par exemple d'un ou 2 chapitres en lecture. Pour ceux qui ont des grosses difficultés pour lire. Oui, mais encore une fois, du coup, on revient sur les cas spéciaux, quoi. Oui. Voilà, c'est pas pour le cas général. Moi, je parle vraiment des cas généraux. Je pense que trop d'aide, tu l'aides. Hein. Si on est tout le temps désassisté, au final, on n'apprend pas à se débrouiller, on n'apprend pas à... Oui, mais après, ça, c'est une critique sur le programme de manière générale. Mais aujourd'hui, le programme... les programmes scolaires préfèrent faire des transversalités entre les différentes matières, quitte à parfois perdre l'élève, puisqu'il y aura trop d'informations en même temps. On en rajoute. L'élève ne sait plus quoi en faire, et ça peut d'ailleurs donner des problèmes d'attention, puisqu'au final, l'enfant ne va pas savoir sur quelle tâche se concentrer. Aujourd'hui, on peut mettre des mathématiques dans du français dans de l'histoire, et c'est intéressant. Un peu de transversalité, c'est intéressant, ça permet de faire des liens entre les matières. Trop de transversalité va tuer la transversalité. L'enfant va être trop tôt, surtout. Trop tôt, oui. Ça sert à rien. Hein, mais après, ça, c'est le programme scolaire aujourd'hui. Il y a la transversalité, sont mises de plus en plus tôt. Des règles d'orthographe sont enlevées, pas d'orthographe, des règles de mathématiques. La règle de 3, par exemple, j'étais vraiment surprise de l'apprendre, n'est plus vue en CM2 dans certaines écoles. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais la règle de 3, je donne cours à des élèves particuliers à côté, et ils ne voient pas la règle de 3. Et ça, c'est des choses qui sont perdues par rapport à l'ancien programme. Ils développent une autre logique à côté, ils vont mettre de l'informatique à côté pour justement refaire ces liens peut-être, mais... et du coup, en fait, on enlève des trucs qui de base marchaient pour y mettre de l'informatique, et au final, c'est pas forcément plus bénéf. Hein. Enfin... Oui. Non, donc c'est bien l'évolution, mais il faut savoir où la mettre aussi, quoi. J'ai envie de gagner cet argument. Oui, non, j'avais une idée sur le principe, puis je suis partie. Non, moi, en vrai, je pense vraiment que bien gérer, ça peut avoir des vrais effets positifs, même parfois plus que ce qu'un parent pourrait faire, parce que les parents, autant bien avec les meilleures intentions qu'ils aient, ils ont aussi leurs limites, leurs failles. Il y a des trucs... Oui. Par exemple, moi, ma mère, elle aurait eu des difficultés à m'expliquer les mathématiques à un certain niveau. Donc, le fait que, par exemple, si j'avais eu des apps ou un truc qui aurait pu m'aider, faire des exercices... Académie, par exemple, qui permet de soutenir les cours. Donc, si j'avais eu ça au début de mon collège, etc., quand ça commençait à être un peu plus difficile, parce que j'ai eu une année sans mon père, puisqu'il travaillait à Mayotte, et que, du coup, on a passé une année en France sans lui. Et c'était plutôt mon père qui m'aidait pour les maths et tout. Donc, par exemple, cette année-là, ça m'aurait bien servi. Mais le fait est que, est-ce que j'aurais utilisé cet accès avec mes parents qui n'y connaissaient rien pour aller sur la Khan Academy apprendre mes maths, ou est-ce que j'y serais allée pour regarder mes films, pour aller sur Facebook, pour allumer mon MSN, c'est là où l'enfant va apprendre à s'autogérer. Mais l'autogestion, ça s'apprend pas automatiquement au moment où on en a besoin. Surtout que le fait que c'est des enfants, c'est même assez contradictoire. Ouais, voilà. Donc c'est même assez contradictoire, et au final, comme on disait tout à l'heure, au final, les écrans, ça a le même effet que la dopamine, l'alcool ou la drogue. Un enfant,
je pense pas qu'il ait ce qu'il faut et je pense vraiment pas. Non, je pense vraiment pas. Donc je pense vraiment qu'au début, il y a une question d'éducation, certes, en mode les parents te limitent. Mais après, au final, il y aura toujours ces problèmes en grandissant au final, cette limite, comment tu l'auras interprétée? Est-ce que tu l'auras interprétée en mode ok, donc c'est comme ça que je dois l'utiliser et l'habitude est prise? Ou est-ce que tu te seras senti frustré de cette utilisation finalement trop limitée à ton goût et t'en feras une overdose? C'est toujours ça un peu la frayeur. En fait, c'est toujours... il faut savoir rester sur une modération continue. C'est ça. C'est compliqué à faire. Si ça se fait, ça marche bien. Si on arrive sur des débordements de trop de contrôle, pas assez de contrôle, dans ces cas-là, oui, il y a des effets négatifs qui vont pouvoir arriver. C'est ça. En tout cas, on dit que l'âge de raison, c'est 7 ans. Et je pense que c'est à cet âge-là qu'on a intégré les plus gros principes de l'éducation, je pense. Oui. De son éducation, voilà. Mais je pense pas, en tout cas 7 à 10 ans, c'est pas encore nécessaire pour moi. Tout ce qu'on peut apprendre sur le web qui est intéressant à cet âge-là. Apprendre à écrire sur un fichier Word, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans les programmes ça travaille les muscles et les neurones d'apprendre à écrire avec la main. Oui, mais aujourd'hui, dans les programmes scolaires, de plus en plus, il y a des PowerPoint qui sont proposés. On fait des présentations, des exposés devant les élèves. On demande d'écrire un document Word. On demande de présenter un PowerPoint. Avant 10 ans ? Je crois, oui. Ça n'a Avant aucun 10 ans. sens. Si. Et si ça doit se faire, moi je sais faire un PowerPoint. On se posera devant mon ordinateur. Je dirais ça c'est PowerPoint. On en reparle quand t'as 12 ans. Apprendre à mettre un texte sur un PowerPoint, ça va. Non mais il n'y a pas de souci, mais on le fera ensemble. Et ce sera vraiment périodique parce que le prof l'a demandé. Oui. Mais sinon, non. Je vais pas être là, oh tiens mon ordinateur, apprends PowerPoint. Non, mais il sera accompagné. Et encore une fois, il sera pas perdu parce qu'il l'aura appris à 10 ans. De toute façon, aujourd'hui, il y a des activités, notamment ça commence en CM2, je crois, ou en CE2, où les élèves commencent ils ont des petits ateliers informatiques, ils commencent à utiliser Word, ils commencent à utiliser PowerPoint, ils apprennent à mettre une petite forme, un petit texte dessus. Et en fait, ça peut être intéressant de développer ça. C'est les premiers outils, les outils comme ça, on les utilise aujourd'hui partout. Dans le monde professionnel, on l'utilise partout. Au lycée, on commence à les utiliser beaucoup quand même. Il faut leur apprendre ça. Mais peut-être que ces outils, seulement ceux-là, peuvent être intéressants et on limite à côté les autres accès aux réseaux sociaux, Internet et tout, tralala. Oui, je vois. En attendant, je pense qu'on est toujours d'accord sur le fait... qu'on n'est pas d'accord. Oui, voilà. On est d'accord sur le fait qu'en effet, il y a du positif, en effet, il y a du négatif, mais au final, les actions, on n'est vraiment pas d'accord. Moi, je pense que vu tout ce qu'on risque, sédentarité, obésité, troubles du sommeil, problèmes oculaires, isolement social, troubles du comportement et émotionnel, les problèmes relationnels, les retards de langage aussi, oui. Les troubles de l'attention, les difficultés scolaires, les troubles de développement musculo-squelettique, ça fait trop par rapport à des choses qui, au final, dans les cas généraux, à part quand on est dans des enfants, au final, avec des besoins spéciaux, ne sont pas nécessaires et peuvent être développés par d'autres activités ou d'autres moyens. Voilà. Donc après, je peux comprendre. Après, c'est l'histoire de la vie. C'est-à-dire que quand on propose un produit, il y aura toujours les effets secondaires, négatifs et tout ça. Quand même. Là, c'est comme un médicament. On a un médicament, puis quand on regarde la notice, on a une liste sans nom d'effets secondaires. Après, mais on a un mal. On a d'abord un mal avant de prendre un médicament. On le prend pas en étant en bonne santé, en risquant tous les effets secondaires. Oui, c'est vrai. Voilà. Enfin bref, on va du coup clôturer ce débat qui a été assez long au final. Vous pourrez nous dire vos avis en commentaire. Nous sommes très à l'écoute sur la question. Il se peut que vous soyez au milieu. En tout cas, tout ça, au final, c'est vraiment un choix d'éducation. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment un avis et un sentiment à propos, je pense. Oui, clairement. Et l'important, c'est juste de faire un choix éclairé en sachant quelles actions, c'est ça, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire et dans quel but. Voilà. Oui. Là, je pense qu'on est d'accord. Oui, non, clairement. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était un podcast un peu long. Et à bientôt pour notre conclusion de les écrans et les enfants. Au revoir. Au revoir. Ce sera la conclusion de notre podcast les enfants et les écrans. Oui. Ça a été un vrai plaisir de travailler sur ce sujet durant les 6 mois sur lesquels on a pu le travailler. On a appris énormément. On a tous d'ailleurs pu forger notre avis dessus, comme vous avez pu l'entendre dans le précédent podcast sur les comportements des enfants avec les écrans.
Ça a été un plaisir, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des messages, à partager sur les réseaux sociaux. Nous serons ravis de répondre et nous serons aussi ravis de voir des partages. Manon, si tu as une... Moi, ce livre blanc, parce qu'au final, c'est quand même un livre blanc, Oui. même si c'est sous forme de podcast, a été effectivement un énorme apport en termes de richesse d'informations. Il y avait les grands axes déjà que je connaissais et je m'étais déjà fait un petit avis sur la question. Mais ce livre blanc a permis vraiment d'approfondir les sujets et d'apprendre de nouvelles choses. Il y avait beaucoup d'impacts négatifs que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup d'impacts positifs aussi que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout même. Oui, parce qu'au début, j'étais un petit peu du même avis quand même que Liliane. Oui, très négatif. C'est ça, clairement. Mais pour le coup, les parties qu'on a travaillées chacune a aussi renforcé ou changé d'avis, parce que pour le coup, moi j'ai travaillé un peu plus les parties des risques, de la sexualité, de l'hypersexualité, le rapport au corps, et je pense que tout ça, ça m'a vraiment mis à l'esprit que... T'allais dans le dark web. Oui, les mauvaises pratiques pour le coup. Voilà, en tout cas, ça a été très enrichissant. Nous sommes très contents d'avoir travaillé dessus, sachant qu'au début, on avait commencé en pensant plutôt bien connaître le sujet du fait de l'apport médical de nos parents respectifs. Et au final, quelque chose qui avait commencé juste avec les effets des écrans sur la physiologie, sur la psyché des enfants, s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe, au final, avec les outils numériques de manière générale. Oui. Merci à tous.